Bonjour et bienvenue dans cette masterclass, la première que je livre sur ce compte Thomas Reel, et j'espère que vous me suivez sur Instagram parce que je livre au quotidien pas mal de conseils. De toute façon, je pense que si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes venu de ma story, vous avez peut-être enregistré la vidéo, vous êtes en train de l'écouter, en train de faire du ménage, une balade, etc. Et c'est le but parce que cette vidéo va être longue, va être remplie d'informations. Donc je vous invite à l'enregistrer dès maintenant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Thomas, je crée du contenu sur Instagram, TikTok et d'autres plateformes depuis maintenant 3 ans. J'ai testé des tas et des tas de choses, j'ai eu des tas d'échecs, j'ai eu des tas de passages à vide, il y a eu des tas de plafonds de verre que j'ai réussi à casser au fil du temps. Et aujourd'hui, je mets toute cette expérience-là à disposition sur mon compte Thomas Reel et j'offre des consultations d'1 heure pour qu'on puisse parler de votre projet de création de contenu, comment est-ce que vous voulez le mettre en place, quels sont vos blocages, quelles sont les idées que vous avez mais vous n'arrivez pas à mettre en place dans votre création de contenu. Voilà, c'est essayer de vous faire le plus passer de l'idée à la création pour que vous puissiez, qui sait, devenir créateur, mettre en avant votre business, mettre en avant vos services en tant qu'auto-entrepreneur ou même pour les entreprises, tout est applicable aussi. Je vais garder le montage de cette vidéo au strict minimum afin que je ne passe pas 6 heures à remonter tout ça derrière sur Premiere Pro. Le but, c'est que ce soit comme si on était dans une visio. Et les questions que vous m'avez posées dans la dernière FAQ que j'ai mis à disposition toujours sur le compte Thomas Reel, donc il y avait plusieurs thématiques qui étaient revenues et j'ai décidé du coup d'en faire une grande vidéo où j'allais répondre à ces thématiques. Alors peut-être ça va durer 1 heure, peut-être un peu moins, je doute de plus. Dans cette vidéo, on va parler de storytelling, on va parler de réutiliser son contenu, on va parler de hook, bref, ce sont des sujets qui reviennent assez régulièrement, sur lesquels j'ai une expérience à vous partager. Bon, bien sûr, ça sera jamais aussi intéressant que ces thématiques appliquées à votre création de contenu, parce que même s'il y a des règles générales, chaque sujet, chaque niche a ses propres codes qu'il faut respecter, et ça du coup c'est important de l'avoir en tête. Instagram change au niveau de son algorithme très régulièrement, pareil pour TikTok, mais il y a quand même des fondamentaux qui restent et c'est ce qu'on va essayer de voir parce que l'algo peut changer, ce qui ne change pas, ou en tout cas ce qui peut-être ne s'améliore pas, c'est l'attention des gens et l'attention des gens, ça se capte de plus en plus difficilement. Il y a une grande différence entre la période YouTube, si vous l'avez connu comme moi, où vous choisissez une vidéo, même pas forcément sur sa miniature, mais sur son sujet et vous allez rester jusqu'au bout, et scroller sur un feed TikTok ou Instagram où voilà, si c'est pas intéressant dans les 10 premières secondes pour les plus coriaces et 0,5 pour les plus pas d'adjectif approprié, mais voilà, c'est l'attention est de plus en plus difficile à capter, mais il y a quand même des moyens de capter ça sans forcément devenir ridicule ou de faire des stop scrolling de zinzin, enfin bref, ça je le vois aussi et c'est une de vos réticences. On va aborder plusieurs points dans cette vidéo. Je vais vous mettre un sommaire ici sur les différents points. On a fini l'introduction et maintenant on va passer par attirer les gens censés être ciblés par votre contenu. Il y a un concept qu'il faut que vous reteniez, c'est que n'est pas audience les gens qui regardent, mais ceux qui se reconnaissent dans votre contenu. Et ça, c'est hyper important que les gens se reconnaissent, parce que quand ils se reconnaissent, ils ont envie de republier, mettre en story, se dire que vous avez la solution à leurs problèmes, que vous avez des produits qui peuvent leur convenir. Donc c'est important en fait, peu importe le produit ou le service que vous allez pouvoir proposer, c'est que les gens se reconnaissent dans la solution que vous proposez. Dans le sens où, imaginons, vous êtes producteur de savon. Ok, il y a plein de gens qui font du savon. Mais vous avez décidé de combiner ça avec une autre passion, c'est l'astrologie. Le savon préféré des balances, etc. Je suis en train d'inventer un putain de concept, je vous le dis. Mais vous pouvez par exemple combiner 2 petits sujets qui peut-être n'avaient rien à voir, mais les gens vont se dire moi je suis balance. Écoute, c'est vrai que le savon est équilibré. Bref, exemple. Mais ça vous montre à quel point on arrive à être attrapé à partir du moment où on arrive à se reconnaître dans une vidéo. Par exemple, si je prends moi, à qui je parle de mes vidéos. Alors je pourrais dire oui, je parle de musique, et plus précisément de musique alternative qui date des années 90-2000. Mais c'est bien plus important si je commence à vous dire que je parle aux trentenaires qui ont grandi avec le rock metal et un fort sentiment de nostalgie des années 90-2000. Là, c'est bien plus précis et ça cible déjà bien plus les gens.
Et les gens vont se reconnaître dans mon contenu. Ce qui va être important aussi, c'est de créer du contenu qu'on appelle du contenu miroir. C'est-à-dire que les gens vont se reconnaître, il y a ce sentiment de « c'est exactement moi ». Ça, c'est trop moi. Elle est comme moi. Il est comme moi. Ce genre de choses. Donc, c'est pour ça qu'il est important, si vous voulez attirer les bonnes personnes, c'est de mettre les bons mots-clés au bon moment et d'essayer de faire en sorte que les personnes se reconnaissent avec des phrases du type tu connais ce moment où si toi aussi, pour ceux qui, par exemple, moi si je fais du contenu, je vais dire POV, t'es un millennials en 2025 et tu viens d'acheter un air fryer. Voilà, c'est un exemple simple. Mais là, millennials, comment dire, un moment de vie qu'on a beaucoup partagé les derniers temps et un sujet un peu en vogue, le air fryer. Vous voyez, c'est une bonne combinaison de choses. Alors que si je mettais simplement j'achète un air fryer, qui va se reconnaître dans le titre ou dans la façon dont je vais énoncer le sujet? Pas grand monde. Et ça, cette façon des fois d'inclure des mots-clés qui sont très spécifiques à une niche, ça va aussi vous permettre de filtrer les gens qui s'abonnent. Parce que c'est bien, imaginez, vous faites un Reels qui pète et vous avez 20 000 personnes qui s'abonnent, mais est-ce que ces 20 000 personnes vont être intéressées par votre type de contenu, votre contenu propre? C'est-à-dire que si maintenant moi je cible, imaginons que vous êtes un pêcheur et vous ciblez les gens qui font de la pêche, simplement. Mais vous faites un Reels qui porte sur un sujet global et d'un coup, il y a beaucoup de personnes qui vous ont trouvé marrant, beau, etc. Et vous allez avoir, je sais pas moi, 5000 personnes qui s'abonnent sur un Reels. Imaginons, parce que le Reels a pété, vous avez fait 1 million de vues, enfin bref, un truc comme ça. Est-ce que ces 5000 personnes vont être intéressées par du contenu pêche? Ou est-ce qu'ils sont assez curieux pour s'y intéresser? Parce que si c'est pour avoir 5000 personnes en plus, mais qui ne s'engagent pas avec votre contenu, c'est pas loin c'est plus délétère qu'autre chose. Donc c'est pour ça que rappelez constamment, vous pouvez vous dire, et je sais que les créateurs vous allez dire, oui mais je dis à chaque vidéo, ça va saouler les gens, etc. Ça saoule pas les gens. La plupart des gens, vos viewers, ils s'en foutent, ils vous aiment pour qui vous êtes et le contenu que vous proposez. Mais les nouvelles personnes justement qui vont découvrir votre contenu ont besoin de se sentir ciblées, ont besoin de se sentir reconnus pour certaines de leurs qualités ou certains de leur comment dire, de leur comportement. Donc c'est hyper utile en fait de souvent utiliser les mots-clés. Moi j'utilise très souvent les mots metalhead, millennials, new metal, etc. Ce genre de choses. Et geek aussi. Bon, moi par contre c'était vraiment des sujets qui étaient vraiment très larges. Je vise quand même assez large maintenant, mais c'est pas parce que vous visez très large que c'est forcément plus ça vous apporter plus de choses que si vous visez vraiment très précis. Ça on va le parler au niveau du storytelling. Il y a une cohérence aussi visuelle et esthétique à avoir, dans le sens où si par exemple vous parlez à une communauté plutôt alternative gothique, ben ça peut être bien par exemple d'adapter votre police à quelque chose de plus alternative gothique, ou vos codes, ou vos décors derrière, votre façon les mots-clés que vous allez employer. Si par exemple vous vous adressez toujours à une communauté alternative et un peu gothique, vous n'allez pas vous afficher avec un fond avec des maillots de l'OM et du PSG. Il y a une dissonance en fait qui se crée. Donc, sans forcément aller dans le cliché, même si les gens adorent le cliché, pareil, hein, si par exemple vous faites du contenu sur la pêche, à votre avis, est-ce que je ferai plus de vues si je suis habillé comme ça, en noir, cheveux détachés, etc. Ou si je me montre avec une casquette de pêche, un gilet de pêche avec des hameçons, etc. et tout, il y a des symboles visuels. Donc, sur ce petit chapitre de attirer les gens qui pensent être ciblés par votre contenu, qui sont censés être ciblés par votre contenu, là on a abordé vraiment de tout ce qui est du visuel, de tout ce qui est des mots-clés, tout ce qui est ciblé vraiment sa niche. C'est important que vous ayez ça en tête, que les gens puissent se reconnaître dans votre contenu pour vraiment qu'il y ait un bon engagement. Parce que rappelez-vous, je vous rappelle encore une fois, ça ne sert à rien d'avoir des millions d'abonnés si les gens ne s'engagent pas. Et même si vous dites oui mais moi je veux plein d'abonnés parce que je veux travailler avec des grandes marques, etc. Dans ce cas il faut revoir un petit peu la niche. Pareil, si je produis du contenu sur la pêche, moi je veux travailler avec des marques de pêche qui vont me reconnaître pour le contenu pêche que je fais. Je veux pas travailler avec Dior par exemple, je veux pas travailler avec Jules, je veux pas travailler avec certaines marques. Donc il faut que vous ciblez les marques qui si vous êtes amené à faire des collaborations commerciales et cibler des marques et faire valoir votre audience, faire des collaborations commerciales, il faut booster votre engagement. Je vais faire une dernière note là-dessus, dans le sens où si vous avez du contenu où les personnes sont extrêmement engagées, je vais prendre maintenant, imaginons que vous faites
de la pâtisserie à base de pâte d'amande, qui est très juste vraiment la pâte d'amande, et les gens sont fans, peut-être que les marques de... Comment dire, si chacun de vos Reels, vous avez genre 10 000 abonnés, mais chacun de vos Reels en fait, allez, 5000 likes, de 5000 à 10 000 likes, vous avez un engagement de zinzin. Et dans ce cas-là, vous pouvez vraiment faire valoir ça à vos marques. À l'époque, on disait toujours que, enfin, c'est toujours une règle actuelle, c'est que vous pouvez faire payer une vidéo à une marque un centième du nombre de followers que vous avez. Donc c'est 10 000 followers, c'est 100 euros. Si vous avez 20 000 followers, c'est 200 euros. Bref, vous voyez la logique. Mais il faut toujours voir vis-à-vis de l'engagement que vous avez. Sachant que si vous avez un énorme engagement, vous pouvez aller taper la tranche supérieure. Et franchement, si vous faites 10 OP à 100 euros dans le mois, ça fait 1000 euros. Si vous faites 10 OP à 200 euros, voilà, je ne vais pas vous faire le calcul, mais du coup, ça compte, ça peut potentiellement doubler vos revenus commerciaux. Il ne faut pas avoir peur de ça. Hein. Vous imaginez pas le nombre de petits comptes en dessous de 40 000 euros qui se font des salaires de plus de 4 000 euros par mois. Parce qu'ils sont dans la bonne niche, qu'ils ont mis les bonnes choses en place pour qu'il y ait un bon engagement, que les gens leur fassent confiance, qu'il y ait des collaborations commerciales régulières. Vous imaginez pas le nombre de personnes qui arrivent à générer ce genre de choses. Vraiment, c'est dingue. Quand on creuse un peu, c'est zinzin. Pour ce qui s'agit des hooks. Alors les hooks, donc c'est le hameçonnage, ou c'est en gros, c'est-à-dire forcer les gens à regarder votre vidéo et pas continuer à scroller. C'est assez compliqué de s'exprimer là-dessus parce qu'on est sur ce qu'on appelle de la science molle. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de... on jauge sur la psychologie des gens. Et en plus de ça, le hook va être différent selon les niches dans lesquelles vous êtes. Donc, ce qui va marcher pour certains ne va pas marcher pour d'autres. Et ne vous inspirez pas des hooks des personnes qui sont extrêmement suivies parce que ces personnes extrêmement suivies, leur visage est déjà un hook visuel. Voilà. Donc, pour revenir à cette accroche, donc le hook, il doit parler directement à la cible, il doit promettre un bénéfice immédiat et soulever une émotion dans le meilleur des cas. Si vous arrivez à avoir les trois choses dans un hook, c'est exceptionnel. Ça va être par exemple, cette musique de Nickelback va vous ramener directement dans les années 2000, l'année des millennials. Par exemple. Bon, c'est un truc qui me vient, je suis en impro devant vous, donc j'ai juste un script. Mais c'est pour vous dire, voilà, cette musique de Nickelback, donc je vais cibler les fans de Nickelback, va vous ramener dans la nostalgie des années 2000, sentiment de nostalgie, d'affection, et je leur promets en fait ça durant la vidéo. Voilà, donc ça c'est un exemple de hook. Maintenant, il y a plein de petites règles que vous pouvez trouver à gauche à droite. Moi, j'ai déjà vu qu'un hook, ça doit être entre 5 et 8 mots, au maximum 15 mots. En fait, il faut que vous trouviez le meilleur moyen de voir si un hook est bon, c'est de le tester. C'est d'en tester plein et de se dire quand il y en a un qui marche bien, c'est essayer de le répéter. Ça, il faut que vous le preniez en compte. Il faut répéter les hooks qui marchent bien. Par exemple, il y a plusieurs hooks, je vous en ai parlé avant, mais par exemple, les hooks d'identification, ça va être un truc du style si t'es un mec de 30 ans, tu vas comprendre. Mec de 30 ans. Si t'es une nana fan de make-up, tu vas comprendre. Si t'es une fan de Taylor Swift, tu vas direct voir ce que je veux dire. Voilà, vous voyez, ça c'est un hook d'identification. Il y a les hooks de conflit, tension. La pire des choses à faire en écoutant Slipknot, par exemple. Je vais reprendre le truc de la pêche. Ça va être un truc du style vous utilisez les pires hameçons et je vais vous dire pourquoi. Vous voyez ? C'est maintenant, si je peux utiliser un autre truc, par exemple pour une diététicienne, ça va être tes ballonnements ne sont pas dus à ta nourriture, mais à ton activité physique. Par exemple, ça peut être des trucs comme ça. Vous avez les hooks de promesses, c'est par exemple commencer par à la fin de cette vidéo, tu vas savoir exactement. Je pense que les hooks de promesses marchent un peu moins, sauf quand c'est quelque chose vraiment qui va toucher les gens. Par exemple, c'est voici comment faire ton glow-up en 2025. Vous voyez ? Court, impactant, et on va cibler les personnes qui ont envie de faire un glow-up en 2025. Ça peut être une audience assez jeune. Il y a les hooks d'inversion, c'est-à-dire ça ressemble un petit peu aux confitentions, ça va être arrête de faire ça si tu veux. En gros, on commence par quelque chose de négatif et ensuite il y a la promesse derrière. Voilà. Arrête de faire du sport si
ça peut être quoi? Arrête de faire tes 20 000 pas par jour si tu ressens ces choses-là, par exemple. Il y a des tas d'exemples, mieux c'est de tester. Vous pouvez vous aider de ChatGPT, maintenant il y a des outils pour générer des hooks. Ça va être assez important, mais il faut toujours rappeler que ça doit être ciblé par rapport à votre sujet, à votre niche. Vous pouvez pas venir avec un truc, c'est un mauvais hook, ça va être tu ne vas pas en revenir de ce que je vais te dire. Cette chose-là est hallucinante. En fait, il n'y a pas de ciblage. Pourquoi est-ce que je regarderais ça? Là, vraiment, on va voir dans les secondes qui vont suivre, c'est est-ce que c'est bon ou pas? Alors là, je vous parle vraiment de plein de hooks, mais si vous allez voir mon contenu sur Thomas L, par exemple, il y a plein de choses que je vais vous dire dans cette vidéo que je fais pas à chaque fois. Pas parce que je pense que c'est inutile, c'est parce que des fois on oublie. Il faut savoir que la création de contenu, c'est vraiment un chemin. On va faire une petite aparté, dans les hooks, mais je vais vous donner un exemple que moi je trouve très très parlant. Et qui va vous permettre de remettre un petit peu dans le contexte. Je pense que si vous créez du contenu, que ce soit pour votre business, pour votre entreprise, pour vous-même, etc., vous avez déjà pu voir que il y a des gens, ils débarquent sur l'application et puis en quelques reels, ils raflent tout. Ils ont des abonnés, ils ont un engagement de zinzin, ça marche hyper bien pour eux, vraiment, il n'y a aucun défaut à leur création de contenu, ça pète d'un coup et puis basta. Alors que vous, ça fait 2 ans que vous êtes sur le truc et vous n'y arrivez pas. Alors, il y a 2 cas de figure. On va prendre l'exemple de la pêche que j'adore particulièrement. Pourquoi? Parce que la pêche, c'est un sport de patience. C'est un sport de patience avec on peut vraiment optimiser son équipement au taquet. Vous êtes là sur un étang. Vous avez une superbe canne que vous avez mis 2 ans à composer avec le fil, le bouchon, bref, vous avez un super équipement. Et vous attendez de pêcher vraiment une belle prise. Mais vous avez que des petites prises à gauche, à droite, etc. Et vous voyez quelqu'un à côté, bien plus jeune que vous par exemple, qui arrive avec une vieille canne, mais une vieille canne qu'il a chopée dans une brocante, le fil premier prix, un vieux bouchon, il va mettre sa canne, et il va faire un petit truc qui va faire que, bam, il va sortir le plus gros poisson de l'étang. Et vous allez dire, putain, mais comment il a fait? Comment il a fait me sortir alors que moi je suis là avec ma super canne et lui a réussi? Pourtant, c'est une situation que les pêcheurs, ils vivent régulièrement. Mais ils vont pas se poser de questions parce que faut se dire que il y a 2 choses vraiment que je vous voyais. C'est peut-être que vous pensez que vous avez optimisé votre canne, que tout est bon, etc. Mais si vous allez voir un vrai expert, et c'est ce que je vois souvent en consultation avec les gens, c'est qu'en fait, il y avait plein de choses encore à changer, ou qui étaient mal calibrées. Les poids étaient mal faits, le bouchon était mal remonté, les nœuds étaient pas très corrects. Et c'est en changeant ce genre de choses que vous allez vous dire, ah bah oui, là je ressens, j'ai bien plus de résultats par la suite, mes prises sont devenues plus grosses. Mais ça se verra dans le temps. Ça, c'est le premier cas. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un intérêt je pense dans les consultations que je propose, on voit vraiment un avant-après sur en fait la réalisation du créateur sur ce qui n'allait pas et pourquoi ça n'allait pas. Et le deuxième cas que je vais vous parler, c'est que si votre canne, etc., tout était nickel, en fait, il faut regarder la régularité de vos résultats et voir comment vous pouvez changer. Vous avez l'intelligence d'avoir demandé quelle est la meilleure canne, quel est le meilleur fil, quelle est la meilleure façon de faire, quel est le meilleur moment pour envoyer la prise, etc. La personne d'à côté, ça va peut-être être un pêcheur sur 20 000, 30 000 qui a réussi à faire une belle prise d'un coup. Mais c'est pas la majorité, clairement pas. En fait, sur votre feed Instagram, votre feed TikTok, vous n'avez que les Reels qui ont marché. Vous n'avez que le 0,1%. Si vous allez visiter des petits comptes comme ça au hasard, vous tapez des pseudos au hasard dans votre barre de recherche, vous allez voir d'autres créateurs, vous allez voir ça ne marche pas aussi bien pour eux. Pourtant, ça fait des années qu'ils y sont. J'ai déjà vu des créateurs, au niveau visuel, il y avait tout qui collait. Mais il y avait peut-être un autre truc à ajuster, etc. On peut toujours s'améliorer. Même moi, je pense que j'ai encore une marge d'amélioration sur plein de trucs et je vous le partage sur Thomas Reel, encore une fois. Mais ce que je veux dire, c'est que vous qui cherchez à optimiser, à comprendre, vous allez arriver à votre résultat. Vous ferez peut-être jamais la plus grosse prise du lac, mais vous allez peut-être prendre de plus en plus des grosses prises et vous allez comprendre ce qui se passe. Mais il faut savoir, dans ce métier de création de contenu, c'est toujours se mettre à la place de la personne qui regarde et se dire comment est-ce que moi je vois cette vidéo. Et comme je disais, la pêche, mais ça veut dire que vous pourrez tout optimiser, ça va peut-être pas vous proposer, vous n'allez peut-être pas choper le plus gros poisson de l'étang. Tout comme vous allez faire un jour un reel, et ça je le vois tout le temps, qui est pas très optimisé, et vous n'avez pas trop réfléchi, et bim, vous allez faire plein de vues.
Il y a tout un tas de facteurs, faut pas vous frustrer, la création de contenu, c'est un sport de patience, mais ce qui va compter, c'est qu'au fil du temps, vous arrivez à choper les codes, les pourquoi ça n'a pas marché, les pourquoi ça a marché, est-ce que mes sujets sont bons, est-ce que la façon dont je fais les choses sont bonnes. Toutes ces choses-là vont faire qu'un jour, ça va payer pour vous. Et ça, j'en suis entièrement convaincu. Le truc, c'est que il n'y a pas tout le monde qui va être motivé sur ce long terme parce que c'est extrêmement décourageant. C'est extrêmement décourageant de faire plein d'efforts et de pas avoir le résultat de ces efforts. Même moi, je le vis encore quand quand je suis pendant 3 heures sur une vidéo, mais qu'elle va faire 1% de mon engagement alors qu'une autre, elle en a fait 10. C'est frustrant, mais là, il faut que je me dise pourquoi ça n'a pas marché. Testez-en plein. Mettez-y des mots-clés pour que les gens se reconnaissent. Testez du hook négatif, testez du hook positif, testez plein de choses différentes. Testez les exemples que j'ai pu vous faire sur cette vidéo et vous verrez qu'est-ce qui vous adapte le mieux. Mais gardez en tête, ça doit être court, impactant et qu'ensuite, c'est votre storytelling qui doit prendre le cap. Parce que forcément, un hook, il faut quand même mentionner une chose, il y a des hooks sur les petits reels courts. Là, ça va être le titre, ça va être genre POV, etc. Souvent, c'est peut-être la première phrase que vous allez afficher en sous-titre. Sur une vidéo de 8 secondes, c'est un peu moins pénalisant, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui raccroche. Et quand c'est sur une vidéo longue, ça va être un storytelling qui va suivre, donc il faut que ce soit raccord avec le reste. Mais storytelling, on va y arriver. Alors j'ai un point intermédiaire avant de passer au storytelling qui est adapter le hook à sa niche. On vient déjà de l'aborder rapidement en surface, mais comme je disais, chaque niche a ses codes narratifs. Par exemple, si je prends la niche du fitness ou de la nutrition, les gens ont une volonté d'amélioration de soi qui est avérée. Donc il va falloir faire beaucoup de hooks au niveau de promesses, au niveau des erreurs que les gens font, au niveau de ce qu'ils doivent faire, etc. Là, il faut avoir un peu plus une position de professeur, de professionnel. C'est là où il faut vraiment avancer votre expertise et les expériences que vous avez pu faire. Si je prends ma niche à moi, par exemple la musique et la culture, être prof, faire le prof, etc., ça marche pas trop. Par contre, ce qui va marcher énormément, ça va être l'humour et les private jokes du milieu. C'est comme ça, moi j'ai fait des tas et des tas de reels. Si vous remontez vraiment très loin, il y avait beaucoup de reels qui tournaient autour de petites refs, de petites... de private jokes vis-à-vis de groupes, de comment une des façons où j'ai vraiment pu gagner, je crois, 20 000 abonnés sur TikTok, c'était pendant toute une période où je faisais top 5 des signes pour reconnaître les fans d'Iron Maiden. Top 5, t'annonces déjà qu'est-ce qu'il va y avoir dans la vidéo. Des signes pour reconnaître les fans d'Iron Maiden. Hop, t'as une reconnaissance directe de ceux des fans d'Iron Maiden ou ceux qui aiment bien Iron Maiden. Et dans les 5, tu vas faire j'ai fait de l'humour, j'ai fait de l'autodérision, j'ai fait un petit peu, j'ai un petit peu taquiné forcément. Et ça avait super bien marché. Alors pourquoi est-ce que j'ai arrêté, ça vous pouvez poser la question. Parce que je trouvais que mes vidéos manquaient quand même de valeur sur le long terme et je voulais faire quelque chose de plus qualitatif que balancer des vidéos à la chaîne qui commençaient vraiment à toutes se ressembler parce que forcément quand tu fais 3 vidéos pas travaillées en impro tous les matins, tu vas forcément finir par te répéter parce que ton inspi que tu auras tout au long, c'est les mêmes refs à chaque fois. Donc je préfère maintenant bien plus faire du script, des vidéos bien travaillées, bien montées. Même si elles n'ont pas toujours le résultat et que j'ai encore des choses à améliorer. Les améliorations, on les verra sur le compte. Si maintenant on prend quelque chose du type développement personnel, là on va être jouer sur le sentiment qu'ont les gens actuellement de ne pas être sur la vulnérabilité, sur de l'introspection, sur la volonté d'être meilleur. Si on va sur du lifestyle, c'est vraiment un gros baluchon. Lifestyle, ça va être principalement de l'émotion, un petit peu d'humour, beaucoup d'authenticité. Les créateurs lifestyle, c'est beaucoup d'authenticité. On aime pour ce qu'ils sont et non pas pour forcément le contenu qu'ils proposent. Ça, c'est leur grande force. Ils ont un gros personal branding. Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que un des premiers travaux que tu peux avoir, c'est peut-être demander à ChatGPT ou faire tes recherches sur demander par rapport à ma niche, c'est quoi les choses sur lesquelles les gens sont les plus sensibles. Mon follower, vous savez, on dit dans le marketing, on a un client type. Mon follower type, il ressemble à quoi? Est-ce qu'il y en a assez pour que je puisse composer une communauté et puis parler de ça? Bon, on va aborder maintenant le storytelling authentique. Alors pourquoi l'authenticité ça fonctionne? Parce que les gens vont avoir la sensation que eux-mêmes auraient pu faire le contenu que vous allez leur proposer. Que vous êtes un pote qui envoie une vidéo, alors que vous pouvez avoir des millions d'abonnés. Mais s'ils ont la sensation qu'ils sont proches de vous, ça va faire beaucoup.
C'est pour ça que en France, j'ai un peu autant moi je fais du contenu travaillé sur Thomas L, autant je pense pas que je suis raccord que c'est pas un contenu purement authentique. Si je veux que ce soit plus authentique, c'est plus mes reels courts ou mes vidéos un petit peu hors sujet ou des vidéos où je peux mettre un peu plus d'humour, mais mes vidéos scriptées sont des vidéos scriptées qui doivent s'apprécier comme des vidéos d'enquête, de documentaire. Mais on perd de l'authenticité. Alors que ce que je faisais avant, il y avait plus d'authenticité parce que je m'adressais à la caméra et que je parlais aux gens comme si c'était mes potes. Donc l'authenticité, clairement, ça fonctionne pour s'attacher à un personnage parce qu'on va susciter des émotions chez les gens. On n'a pas une figure de de JT de télévision qui balance les infos, où on ne peut rien, on ne peut pas interagir. Là, il y a une interaction vis-à-vis des commentaires, des MP, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment est-ce qu'on peut structurer un storytelling, et en fait, structurer un storytelling, il y a la façon dont tu vas raconter à tes potes une histoire, qui est, on va dire, la base du storytelling, mais à toi de voir, déjà, tu peux demander à tes potes si tu racontes bien les histoires ou pas. C'est bon, faut accepter la critique, ça c'est sûr, mais il y a des personnes qui racontent très mal des histoires et d'autres très bien. En fait, comment est-ce qu'on connaît les personnes qui racontent très bien les histoires? C'est qu'ils laissent des moments de suspens, ils laissent des moments de vide, et ils posent des questions, etc. Et comment est-ce qu'on peut introduire un bon storytelling? Alors, pour une histoire courte dans un Reels, parce que là, vous n'allez pas avoir 30 minutes pour raconter à vos potes, il y a les contextes rapides, c'est hier j'ai parlé à un ami, hier j'ai eu le message d'un abonné, ça peut être très fort ce type de contexte si vous avez des clients. Hier un client m'a confié son plus gros problème, et là on va vouloir savoir c'est quoi le problème du client, on sait déjà à peu près votre niche, vous pouvez même dire hier un de mes clients dans l'immobilier a eu un énorme souci que j'ai réussi à régler, voilà, là vous ciblez en plus votre niche. Si vous êtes dans le fitness, c'est... un de mes élèves n'a jamais pu dépasser les 100 kg au squat et voici ce qu'on a fait pour qu'aujourd'hui il soit à... Voilà. Promesse un peu long, mais il y a quand même la promesse, il y a le contexte rapide, on a posé la situation. Vous pouvez poser un truc du style un événement, une tension. Par exemple, moi si je vais faire une vidéo par exemple sur ce que je vois en consultation, ça va être il m'a dit qu'il ne postait jamais car il avait peur du jugement. Si je vous fais un truc du style, il m'a dit qu'il ne postait jamais car il a peur du jugement. Antoine m'a contacté l'autre jour, là on s'ennuie. Malheureusement la tension n'est plus assez grande pour... Il y a des gens qui vont rester mais il y a des gens qui vont pas rester. Un bon truc ça serait, il m'a dit qu'il ne postait jamais car il avait peur du jugement des autres. Voici ce qu'on a fait pour que Antoine puisse passer ce cap-là. On a agi sur 3 facteurs. La première chose, Antoine m'a confié qu'il y a eu une sale expérience vis-à-vis de ce poste-là. On raconte et ensuite on sait qu'il va y avoir 3 axes sur lesquels on a travaillé. On va faire un mini storytelling à chaque fois sur ce qui s'est passé. On a le contexte, par exemple hier je message un abonné. Tout ça du coup ça a combiné, hein, je précise bien. Hein. Donc hier j'ai message un abonné, il m'a dit qu'il ne postait jamais car il avait peur du jugement. Et là j'ai compris un truc. Le jugement vient surtout de toi-même, le monde passe à autre chose, etc. Punchline à la fin, publie même si t'as peur. Ça, c'est une structure de storytelling qui est basique. Donc, contexte, événement, moment clé, conclusion, punchline. Mais ce que je veux vous dire, c'est que chaque élément de cette structure peut en soi être un hook. Vous pouvez déjà avancer les choses. Par exemple, le moment clé, et là, j'ai compris un truc. Si je commence une vidéo en disant « J'ai compris une chose essentielle sur les créateurs qui publient un max de vidéos », ça marche aussi. Si je commence par la punchline, publie même si t'as peur. Hier, du coup, vous pouvez en fait changer les différentes choses, etc. En fait, le meilleur moyen que je peux vous donner, c'est avant de vous lancer dans une vidéo de storytelling, écrivez. Écrivez votre script, structurez-le et faites-le à la caméra ou devant un miroir et vous demandez est-ce que votre histoire elle est passionnante. Il va aussi falloir y mettre des émotions parce que forcément si je vous dis hier j'ai vu un client, il avait un problème et on a réglé le problème. Forcément, c'est autre chose que hier mon client m'a montré son principal problème et on a réussi à le régler en 5 minutes grâce à un simple outil. Voilà. Bon après vous allez vous dire ah ouais putain c'est vrai que c'est plus mais ça fait des années que je fais et vous pouvez le voir dans mes vidéos, je le fais pas non plus à chaque fois, d'où l'importance de la préparation avant une vidéo. L'impro c'est cool mais préparer ces vidéos vous allez voir vous allez passer un step direct. Alors ensuite comment il y a des gens qui sont déjà venus me dire en disant j'aimerais bien être plus authentique, faire plus de vidéos mais
J'ai pas envie de me surexposer, c'est-à-dire j'ai pas envie de raconter ma vie, etc. Alors, il y a plusieurs choses par rapport à ça. Sachez qu'il y a des gens qui aiment bien raconter leur vie et ça ne les dérange pas. Il y a des gens qui vont raconter leur vie au travers d'histoires, qui vont peut-être extrapoler ou peut-être d'histoires à travers des potentiels clients, des amis, etc. Ça va être eux, mais ils vont pas le dire. Et en fait, c'est parler de soi, mais à travers de ce que les autres vont vivre. Donc vous pouvez parler effectivement de vous à travers d'autres expériences d'autres personnes et de ce que vous avez appris. Et si vous voulez parler de vous, alors, il y a un truc que vous avez déjà pu voir, c'est des fois les gens se prennent un petit peu pour des chefs en disant « tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça ». J'ai pas l'impression que ça marche. Alors c'est bien pour les personnes qui cherchent une solution directement, mais on réagit pas tous à ça. Et par contre, si vous prenez, en fait, je vous donne un exemple. Si je vous disais, ok, si demain tu vas avoir un bon squat à la salle de sport, tu dois faire ça, 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 ça. Il faut commencer dès demain. C'est bien, tu as ta solution pour commencer dès demain. Il y a des personnes qui vont apprécier ça. Tandis que maintenant, si j'ai un storytelling un peu plus personnel et puis un peu plus, on va dire, chill, ça va être personnellement, mon squat est passé de ça à ça, avec ces 4 choses-là que j'ai pu tester et que je te donne aujourd'hui. Vous voyez ? C'est un autre point de vue, c'est déjà un peu moins de je t'impose, c'est voilà, je te mets à disposition des informations, à toi de voir si tu as envie de les faire ou pas. Et c'est bien plus chill, c'est bien plus agréable et on s'entend bien mieux avec la personne. Mais c'est pareil, c'est adapté à des niches. Si je vous donne un exemple à l'heure actuelle, la niche des jeunes hommes qui sont très adeptes de contenu mascu un peu extrême, etc. Ils aiment bien qu'on leur fouette le dos et qu'on leur dise t'es nul, faut que tu fasses ça, 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 sinon tu resteras nul. Parce que ça leur donne une vision claire des choses. Mais ça marche que avec une petite fraction de la population. La plupart des gens vont plutôt apprécier quelqu'un qui ne s'impose pas et qui propose des solutions à leurs problèmes de façon chill, comme s'ils parlaient à un pote. Qui propose des solutions qu'ils ont pu eux-mêmes tester. C'est aussi le principe du storytelling, c'est que vous avez testé avant de proposer. Globalement, t'as pas besoin de te montrer vulnérable, te surexposer, juste montre-toi humain. Maintenant, le storytelling, un peu plus version pragmatique et minimaliste. Un simple storytelling, ça va être ça. Ça va être situation avant, situation après. Qu'est-ce que vous avez fait pour passer de l'avant à l'après ? C'est une des structures les plus simples de storytelling et c'est une qui marche le mieux. Pourquoi ? Situation avant, quand tu l'annonces, les gens vont se reconnaître dans le problème que tu avais avant. Situation après, tu énonces que tu as réussi à résoudre le problème dont les gens se sont sentis reconnus dans la première partie. Comment tu as fait ? Tu livres la solution, tu apportes de la valeur aux gens. Les gens se sont reconnus, ils ont envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Tu leur dis ce qui s'est passé et ensuite ils ont envie de savoir comment tu l'as fait. Tu indiques comment tu l'as fait. Ça, c'est des structures que vous pourrez trouver énormément sur les réseaux sociaux parce qu'elle est très simple, parce que ça peut tenir en 30 secondes, comme en 1 minute, comme en 2 minutes. Parfois, il y a des storytelling qui sont un peu trop longs, et là, franchement, pour le coup, c'est très bien. J'avais une moyenne de 8 heures de temps d'écran par jour, et je suis passé à 2 heures. Et ça m'a clairement apporté tout un tas de bénéfices. Je suis plus calme, je me concentre mieux, j'arrive mieux à travailler, je dors mieux, bref, tout un tas de choses. Voici les 5 choses que j'ai fait pour diminuer mon temps d'écran. Là, j'ai pas assez développé la partie 1, j'aurais pu vraiment énoncer tout ce qui n'allait pas. Genre, j'ai 8 heures de temps d'écran par jour, j'arrive pas à me concentrer, je dors super mal, j'ai du mal à tenir des conversations avec des amis vous pouvez vraiment mettre l'accent là-dessus. L'après, c'est ce qui s'est passé, et voilà la solution. Storytelling très simple qui marche quasiment avec tout. Vous pouvez aussi faire ça avec des clients, des élèves. Par exemple, si vous vendez des bougies, par exemple, tu ne vas jamais y arriver avec ton business à base de bougies. Ça, c'est la chose que mon entourage m'a dit, mais aujourd'hui, mon entreprise marche, j'ai plusieurs commandes et je vous indique comment passer au-delà des remarques que peut vous faire votre entourage, des doutes et des plateaux en vous racontant un peu mon histoire. Par exemple, ça peut être une intro, ça peut être pour un peu plus développer chacun des points, mais par contre le point du storytelling, c'est que ça vous concerne. Vous pouvez pas c'est pas non plus adapté à tous les sujets. Vous allez pas par exemple faire une vidéo, je reprends l'exemple des bougies, mais ma cliente ne savait pas quelle bougie choisir pour l'anniversaire de son mari. Bon, ça marche, mais c'est pas exceptionnel quoi. C'est pas, tu fais pas une vidéo de zinzin. Par contre, tu peux faire un truc du style, une de mes clientes a acheté une bougie et ça a fait pleurer son mari.
Ça peut être un hook. Après, il n'y a pas vraiment d'après. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, par l'exemple, c'est que il n'y a pas tous les sujets qui peuvent être adaptés par l'avant-après solution. Par contre, vous pouvez inventer des hooks avec à peu près n'importe quoi en prenant des exemples clients, etc. Donc, il y a des gens, après, faut vraiment vous dédouaner, il y a des gens qui inventent des histoires pour mettre en avant leur business. Vous croyez que le commercial qui vous vend un matelas dans un magasin, il a testé tous les matelas, il vous sortira toujours, oui, ma tante l'a pris après même, elle est géniale. Bon. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que il y a du storytelling, vous pouvez faire des structures simples, vous pouvez en fait trouver votre vibe petit à petit au fil du temps. Parce que storytelling, c'est avant tout, comme on a dit, quelque chose d'authentique, donc ça doit vous ressembler. Si pour vous, comme je vous énonce là, le truc un petit peu marketing commercial, de grosses accroches, de conférenciers, etc., ça vous parle pas, peut-être vous allez être attiré par des trucs beaucoup plus chill. Et il y a des créateurs qui le font, faut juste les trouver. Et ça va être aussi c'est un point que je fais une aparté, mais pensez à faire de la veille commerciale sur ce que font vos concurrents aux États-Unis, ce que font d'autres personnes de votre secteur, etc. On parle pas du tout de copier, hein, mais on parle de qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui marche, avec quelle communauté et quels sont les résultats. Ça, c'est important. Vous avez donc le hook. Vous avez ce qui doit tenir encore en haleine les gens un petit peu de secondes. Et une fois qu'ils sont sur le Reels pendant plus de 15 secondes, généralement, vous les avez eus. Mais il faut quand même garder une certaine tension tout au long du Reels. C'est pour ça que un de mes défauts, et je vois actuellement sur mon compte Thomael, c'est que moi, mes Reels sont trop longs. Ils durent des fois 2 minutes, 3 minutes. Je devrais plutôt aller droit au sujet et les faire sur 1 minute. Ça va être un de mes prochains tests. Comme ça, vous êtes au courant pour les prochaines vidéos. Le développement ne doit pas être trop long et on doit en venir directement sur le sujet. Et la vidéo, globalement, pour un storytelling, je pense que en fait, idéalement, ça va être 50 secondes à 1 minute 30. J'irais, pour moi, c'est idéal. Pourquoi est-ce qu'on vise toujours les 1 minute? Parce que vous pouvez être monétisé sur vos vidéos sur Facebook, mais je suis pas sûr que ce soit limité à 1 minute. Je crois que c'est un peu tout le contenu. Il faut avoir 10 000 abonnés minimum, et pareil, 10 000 abonnés minimum sur TikTok, et à partir d'une minute, vous êtes monétisé sur vos vidéos. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos de 1 minute 1. Voilà, tout s'explique. Mais ça vous fait un complément de revenu quand même plutôt sympathique. Faut pas du tout oublier aussi à la fin le call to action. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Ça, on commence de plus en plus à le voir, ça vient de YouTube, ça commence à arriver sur les plateformes parce que les gens sont... Je dirais pas de plus en plus radins avec leurs abonnements, mais je pense qu'ils faut des bonnes raisons qu'ils s'abonnent. Maintenant, faut vraiment proposer du bon contenu et faut leur rappeler de liker. Là, actuellement, vous pouvez trouver des études, mais Instagram est une des plateformes où on like le moins de choses. En fait, on n'est pas amené, on ne like plus même si on a aimé les publications, on oublie de liker. Ou alors dans ce cas, il faut vraiment une sensation forte pour que ça nous déclenche un like. Et ça change totalement la donne sur plein de choses. Donc en global, c'est pour la composition de votre vidéo, quand vous allez le faire, faut vous dites il y a 4 parties différentes. Première, c'est l'accroche. Deuxième, c'est on va dire le prolongement de l'accroche, c'est susciter la curiosité, le développement et ensuite le call to action. Si on reprend l'exemple du avant-après, vous pouvez par exemple avoir un tableau, vous mettez avant-après solution, et à côté vous mettez la structure et vous essayez d'organiser par rapport à ça. Je sais pas si vous voyez à peu près, vous faites tableau de 2 colonnes, avant, après, solution, et à côté vous mettez hook, développement et call to action, et vous mettez les différents éléments dedans, pour que vraiment vous arriviez à susciter un maximum. En fait, il faut garder au maximum les gens sur votre vidéo, c'est pour ça que le storytelling c'est important, parce qu'aujourd'hui, votre principale métrique, il va y avoir des likes, les commentaires, mais ça va être principalement le watch time. C'est comme sur TikTok, la plateforme veut qu'on passe plus de temps sur l'application. Du coup, par rapport à ça, eh bien, il va falloir faire rester les gens jusqu'au bout. Et bah forcément, je vais pas vous cacher que les gens restent plus facilement au bout quand ils ont une vidéo de 1 minute que quand ils ont une vidéo de 3 minutes. Mon erreur à moi, que je vais tenter de régler dans les prochains temps. Donc c'est pour ça, je rappelle encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner sur Thomarid parce que c'est un labo constant, on tente des choses, donc voilà. Renouveler son contenu avec des tendances. Alors ça, c'est un point que j'ai vu dans les questions. C'est quelque chose d'assez technique parce que il y a des comptes qui ne se basent absolument pas sur les tendances. Qui ne font jamais de trends, qui ne font jamais de sons, etc. Les trends, ça peut être utile pour sortir du lot quand on a un compte qui débute. Et je peux vous dire que c'est compliqué, vu que moi-même je fais le test avec un petit compte qui est émergent sur
Sur Instagram où j'ai moins de 50 abonnés, c'est très compliqué. Donc effectivement, utiliser des sons trendy, ça vous permet au moins de sortir du lot et essayer d'aller chercher par exemple vos 500 premiers abonnés. C'est une bonne step avant de passer plus haut. Et du coup, si vous suivez une trend, j'en avais parlé dans une vidéo où j'avais fait du follower farming, donc utiliser une trend pour capter un max de monde, avoir un max de visibilité, ça marche extrêmement bien. Je vous remets le Reels à l'écran, vous pouvez le trouver sur Instagram. Combiner son trendy, musique trendy, gestuelle trendy avec un follower farming, ça peut être extrêmement efficace pour vous. Mais il faut quand même avoir une petite base d'abonnés pour que le Reels puisse un peu monter. Sinon, si personne ne like votre truc à la base, il y a personne qui va le voir et personne ne va s'abonner. Mais là, je m'égare un peu. Donc, comment utiliser une trend? Alors, une trend, c'est vous allez toujours adapter la trend vis-à-vis de votre niche, trouver un problème vis-à-vis de vos followers, vos clients, vos élèves. Donc, l'adapter par rapport à ça, c'est super important pour les gens toujours se reconnaissent. Généralement, on part toujours sur un Reels court avec une musique qui est assez populaire, donc à vous de voir si vous voulez la faire. Des fois, vous pouvez la faire par autodérision, genre en disant je veux gagner un max de visibilité, enfin non, je sais pas comment dire. J'ai en tête en fait un groupe de métal qui peut faire des sons très brutals, qui vont faire une trend sur par exemple le dernier son de Sabrina Carpenter en disant ce que les groupes de métal sont obligés de faire aujourd'hui pour avoir un peu de visibilité. Par exemple, ça peut être de l'humour. Vous pouvez totalement avoir un compte qui perce sans avoir utilisé de trend. Ça peut fonctionner. Mais c'est le contenu court. Le contenu court, en fait, comme je dis souvent, il va vous permettre en fait d'émerger, vous faire remarquer, d'avoir vos premiers abonnés, mais ensuite c'est les contenus longs qui vont fidéliser les gens et faire qu'ils s'attachent à votre personne. J'ai pas grand chose à dire vraiment sur les tendances. On va dire que il y a un point par contre sur lequel je peux m'exprimer, c'est que il y a les tendances, il y a les trends, mais il y a aussi la méta. Alors la méta, c'est un terme que vous allez retrouver surtout dans le monde du gaming. Pour dire la méta, c'est on va dire la composition la plus optimale à l'heure actuelle pour arriver à un objectif. Souvent, c'est gagner. La méta sur Instagram, je fais pas office à méta la maison mère, mais la méta sur Instagram, ça va beaucoup être comment évoluent les comportements des utilisateurs et comment évolue le comportement des créateurs. Aujourd'hui, si je fais un Reels que je faisais, même s'il a bien marché en 2023, je suis quasiment sûr qu'il va pas marcher parce que mes titres étaient trop fluo, ils étaient mal placés. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau global de montage de l'individu lambda ou de l'individu qui démarre, il a extrêmement augmenté. Donc il faut être au minimum dans, on va dire ça, c'est si voilà vous mettez encore vos titres à l'envers, en diagonale, vous avez pas un bon éclairage, pas un bon micro, etc. Ça va vous desservir direct parce que si toutes les vidéos d'après sont à ce niveau-là, en fait vous allez passer pour quelqu'un qui met pas assez d'investissement dans ses vidéos ou qui passe pour quelqu'un d'amateur. Ça, c'est le niveau de l'ultra edit que je ne conseille pas forcément parce que ça va vous perdre beaucoup de temps, ça va vous faire beaucoup de friction, sauf si vous êtes un monteur vidéo qui propose ces montages pour YouTube et tout. Mais généralement, le niveau là permet d'être authentique, de faire facilement des vidéos, d'en faire beaucoup. Voilà, c'est pas compliqué. Un titre en haut qui annonce la situation dans votre vidéo, les sous-titres. Et simple, visez toujours vraiment, je vous le dis, visez toujours le plus simple. Écriture blanche, simple, la simple de TikTok ou du Helvetica Bold si vous préférez, blanche, contour noir, fini. Cherchez pas à avoir des trucs de zinzin avec d'autres couleurs, etc. Oui, c'est beau chez les autres, mais est-ce que vous vous abonnez chez les gens parce qu'ils ont des beaux sous-titres ? C'est parce qu'ils font des belles vidéos, parce que généralement le fond est aussi travaillé le fond de la vidéo, les images affichées, le montage est très très qualitatif, c'est un ensemble de choses. Mais je pense que ceux qui font l'ultra edit, clairement, ils passent beaucoup de temps alors que c'est pas ce qui va... je parle de l'ultra edit pour n'importe quel sujet, hein, genre vous faites, je sais pas, vous commercialisez des pâtes à tartiner ou ce genre de choses. C'est pas ça qui va faire. Alors que le niveau là permet effectivement de produire pas mal de vidéos, simplement d'être authentique et que les gens se reconnaissent, qu'ils se disent moi aussi j'aurais pu faire cette vidéo où j'ai l'impression que ce pâtissier il me partage son quotidien. Et vous verrez que les comptes généralement qui percent quand même très très fort les derniers temps, c'est quand même des comptes qui sont super authentiques, c'est-à-dire qu'ils se prennent pas la tête. Mais il y a quand même certaines normes à garder en tête. Parce que des fois ils se prennent pas la tête, mais ils ont quand même des codes qu'ils ont appris à force de consommer du contenu. Donc
Après, là, tous les sujets qu'on a pu voir ici, c'est des sujets, on pourrait en parler toute une journée, chaque blog pourrait faire 1 heure, parce qu'il faudrait partager, je pourrais vous partager mes retours d'expérience, ce que j'ai pu voir, des exemples, vous montrer, etc. Mais là, le but, c'est de faire une masterclass d'1 heure, on arrive à la fin, où vous avez pu apprendre pas mal de choses, avoir une vision un peu plus, comment dire, stratégique, de la création de contenu. Donc, si vous voyez une trend qui vous intéresse, si vous avez envie de la faire, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller regarder en fait dans le son en bas à droite, donc le son de la trend, parce que généralement c'est basé sur une musique, et de regarder ce que d'autres personnes ont fait, combien de vues ils ont eu, et regarder, toujours comparer, par exemple s'ils ont eu des millions de vues, faut quand même voir si c'est un compte qui a déjà 2-3 millions d'abonnés. Mais si c'est des petits comptes qui ont eu beaucoup de vues, pourquoi ça a marché, est-ce que je peux le refaire, est-ce que je peux le réadapter à ma niche, ça va être hyper important. Et on arrive à la conclusion du coup de cette masterclass de un peu moins d'1 heure. Ce que je veux que vous compreniez par cette vidéo, c'est que la création de contenu, plus vous allez vous renseigner, plus c'est un trou, c'est un trou de lapin, c'est comme ça qu'on dit ? Je sais plus, mais c'est un trou dans lequel vous allez vous enfoncer petit à petit, vous allez apprendre plein de choses sur la psychologie humaine de la consommation, de la création de contenu, et tout ça, ça va vous servir. Alors vous allez des fois vous dire, oui mais attendez, ça contredit ça, ça contredit ça. C'est un peu comme la musculation, la nutrition, c'est-à-dire qu'il faut que vous trouviez votre façon de faire, sur laquelle vous avez une adhérence au maximum, un contenu qui vous ressemble, qui marche, où vous avez, en fait vous essayez de vous dire que vous faites du mieux que vous pouvez, avec les moyens du bord pour faire votre contenu, et c'est ça qui va faire que vous allez y réussir. Si vous passez une semaine sur une vidéo, est-ce que c'est viable à long terme ? Si la vidéo fait pas des milliers de vues et qu'elle fait pas beaucoup de vues, parfois elle flop, etc. Faut que vous trouviez le bon modèle qui vous correspond, mais ça va vous demander de bûcher. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes venu de mon compte Thomas, donc c'est que vous êtes intéressé pour avoir des conseils, en savoir plus, avoir les backstage de la création de contenu, avoir des données analytiques, etc. Parce que comme moi, vous voyez les choses d'un point de vue technique et non pas juste d'un point de vue, vous vous lancez et puis basta, et puis vous faites ça un peu à l'arrache, et puis bam, hop, ça a marché pour vous une fois, et puis vous avez maintenant une communauté, et puis vous êtes une personne jeune, et puis ça marche, et puis en plus, voilà, le beauty privilege, les chorégraphies, enfin bref, il y a plein de trucs qui peuvent aussi rentrer dans la balance, mais si vous êtes ici, c'est que vous êtes plutôt un profil technicien, vous voulez comprendre en fait les rouages de trucs et ça, et vous allez comprendre plein de choses. Moi-même, en expérimentant et en testant et en apprenant, je fais une veille en fait sur des vidéos d'autres créateurs aux États-Unis qui sont un peu dans la même vibe que moi, c'est-à-dire se baser sur du concret et pas sur du chat GPT comme on peut voir beaucoup sur Instagram en France. Vous allez apprendre petit à petit les choses techniques, et en fait chaque point va être une step en plus dans votre apprentissage, et vous allez voir le chemin que vous allez faire au bout de 2 ans. Vous allez vous dire, aujourd'hui, si je vais sur mon compte Instagram ou TikTok il y a 2-3 ans et que je regarde les vidéos qui n'ont pas marché, qui m'avaient frustré parce qu'elles n'avaient pas marché, je peux vous dire exactement pourquoi elles n'ont pas marché. Alors qu'à l'époque, c'était impossible pour moi, je ne comprenais pas pourquoi elles ne marchaient pas. J'étais même dans cette démarche de « Oh, mes abonnés regardent pas, tout le monde dit que vous voulez du contenu qualitatif, mais au final, vous faites pas attention, vous attendez pas. » C'est pas la faute des abonnés. Il y a des tendances globales dans la psychologie des gens de la consommation de contenu, parce que ça fait partie de notre vie, parce qu'on avance, parce qu'il y a une surconsommation de ce genre de contenu, etc. et que les tendances changent. La psychologie de la consommation change aussi. Vous pouvez pas les blâmer. C'est vous avez les règles du jeu en face, vous devez vous fier aux règles du jeu. Il y a des personnes qui vont défier les règles du jeu, et pour elles, ça va marcher. On ne sait pas comment, mais ça va marcher pour elles. Mais elle, ce n'est pas tout le monde, ça va peut-être être une chance sur je ne sais combien que ça paye. Ici, on cherche à s'améliorer constamment, on cherche à orienter des petits, changer des petits paramètres pour que ça change mieux, pour que là vous avez fait une autre intro, là vous avez un autre décor, vous avez un autre éclairage, vous avez tenté une vidéo comme ça à l'arrache, il n'y a pas de trépied, cette fois-ci il y a un trépied, etc. Il y a un décor avec une lumière, il n'y a pas. Bref, tous ces petits tests, ces petites choses-là qui vont vous faire avancer. Et moi, du coup, ces tests et ces petites choses-là, je les ai déjà faites. Et je continue d'en faire. Donc, pour vous éviter d'avoir 6 à 7 mois de tests et d'erreurs potentielles et de potentiellement perdre du temps, vous pouvez, donc du coup, avoir une consultation avec moi ou en 1 heure. Vous avez les témoignages qui sont sur Instagram dans les stories à la une. Vous pouvez voir à quel point ça peut aider les gens et parfois leur faire voir de façon claire qu'est-ce qui va se passer. Ça veut pas dire qu'après une consultation, vous allez taper 1 million de vues, parce que même moi, j'ai fait pas forcément les millions de vues. Mais par contre, vous allez avoir une vision beaucoup plus claire de ce que vous allez faire dans les prochains mois et ce sur quoi vous voulez aller et les erreurs que vous devez corriger pour toucher plus de monde.
Et ça n'a pas de prix, vous allez gagner un temps de dingue. Donc n'hésitez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, si vous avez appris des choses ou s'il y a des sujets qui... Je suis intéressé de savoir qu'est-ce qui vous pose toujours problème aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas bien sûr à suivre le compte Instagram où j'y mets tout. Cette vidéo est en privé, mais vous pouvez la partager à d'autres créateurs si vous le souhaitez. Et j'espère que vous avez fait un bon ménage ou de la bonne cuisine ou je ne sais quoi pendant que vous avez écouté cette vidéo. Et moi je vous retrouve sur Instagram.